On continue avec le zinc comme principal élément d'alliage pour le magnésium. Le zinc, on le retrouve assez souvent dans plusieurs alliages de magnésium, tant comme élément d'alliage principal que secondaire. On peut le retrouver lorsqu'il agit comme élément d'alliage principal jusqu'à 6%. Et les raisons pour lesquelles on décide d'ajouter du zinc dans le magnésium, comme l'aluminium, le zinc contribue aussi à la résistance mécanique par mise en solution solide et aussi participe dans certains cas à la formation de certains précipités à l'état trempé vieilli. Il contribue beaucoup aussi à l'affinage des grains, des structures coulées. Donc, on a vu l'importance dans la capsule précédente de s'assurer qu'à l'état coulé, les alliages de magnésium aient des grains suffisamment petits pour qu'ils puissent démontrer une certaine résistance au choc. Le pourcentage d'allongement maximum pour du magnésium s'obtient par l'ajout d'environ 3% de zinc. Donc, par l'effet d'affinage de grains, on a vu que la ductilité elle est améliorée, donc on atteint cet effet-là jusqu'à 3% de zinc. Et comme l'aluminium, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, le zinc, on est capable avec le zinc euh, de traiter thermiquement les alliages qui en contiennent pour avoir un effet sur la résistance mécanique. Par contre, le zinc est moins efficace au niveau du traitement thermique. Le zinc a aussi une certaine tendance à rendre l'alliage plus fragile et susceptible aux fissurations à chaud lors de certaines opérations à chaud. Donc, on va essayer de limiter sa teneur lorsque on veut bénéficier de son effet lors de l'état trempé vieilli. Mais en général, le zinc est présent à hauteur de 0,5 à 2%. Le zinc améliore la coulabilité en ce sens qu'il rend le magnésium liquide un peu moins visqueux, donc plus fluide, ce qui permet de mieux réussir les pièces. Le métal est plus capable d'accéder aux endroits minces dans l'empreinte pour obtenir des pièces de section plus minces. Le zinc contribue quelque peu, pas autant que le manganèse comme on a vu précédemment, mais il contribue quelque peu aussi à la résistance à la corrosion du magnésium. Le zinc, par contre, a un inconvénient, c'est qu'il a tendance à provoquer l'apparition de microporosité dans les produits coulés. Donc, il améliore la coulabilité, mais dans certaines situations, notamment quand dans les parois plus épaisses où le refroidissement est plus lent, le zinc a l'effet de faire apparaître des porosités et des retassures. Donc, lorsqu'on veut couler des pièces à section épaisse, on va éviter d'utiliser trop de zinc dans l'alliage. On va plutôt utiliser le zinc davantage pour obtenir des pièces plus minces. Et dans les parois moins épaisses, les chances de microporosité ont moins de chances d'apparaître parce que le refroidissement est plus rapide. Nous avons vu tout à l'heure que le zirconium est un élément d'alliage extrêmement important. Pourquoi? Parce que le zirconium dans le magnésium s'avère être un inoculant ou, si vous voulez, un affineur de grains extrêmement efficace, garantissant ainsi une certaine ductilité, une résistance au choc du produit et aussi il va contribuer à la résistance mécanique. Le zirconium, en plus de représenter, en tout cas, en plus d'agir comme élément germinateur à partir desquels la solidification va s'amorcer, il empêche aussi le grossissement des grains durant le recuit et le travail à chaud. Donc, c'est deux effets différents, mais qui ont le même résultat, c'est-à-dire avoir à la toute fin des opérations des grains suffisamment petits. Donc, le zirconium, qu'on peut retrouver jusqu'à 1%, vous voyez que ça n'en prend pas beaucoup, contribue à faire en sorte que les pièces en magnésium démontrent moins de fragilité. On peut pas dire que le magnésium, on peut pas dire que le magnésium ne sera pas du tout fragile, ce ne sera jamais le cas, mais on peut diminuer les dégâts, comme je l'ai dit dans la capsule précédente. Donc le zirconium est très efficace pour ça. On peut retrouver aussi des terres rares. Les terres rares, c'est un groupe de métal. Donc, j'en avais fait la liste tout à l'heure, mais on l'a décrit ici sur la diapo.
césium, lantane, néodyme, praséodyme. Donc, excusez pour le téléphone. Donc, les terres rares qu'on peut retrouver jusqu'à hauteur de 3,5%. La composition des terres rares, vous avez un exemple ici classique, là, une 50% de césium, 25% de lantane, avec des traces, avec une certaine présence de néodyme, praséodyme et quelques autres métaux aussi. Les terres rares, en passant de parenthèse, sont extrêmement importantes dans l'industrie, pas uniquement pour les alliages de magnésium, mais les terres rares rentrent dans la production de plusieurs applications dans le domaine de l'électronique, notamment les téléphones cellulaires. Pourquoi on va ajouter des terres rares dans les alliages de magnésium? Ben, pour améliorer la résistance au fluage. La résistance au fluage, c'est permettre au métal de conserver toute sa résistance mécanique, même lorsqu'il est chauffé à une certaine température. Donc, lorsqu'on ajoute des terres rares, on peut augmenter cette température-là jusqu'à 250 degrés C environ pour le magnésium. Donc, des applications pour lesquelles les pièces en magnésium ont tendance à l'échauffement et qu'elles doivent conserver certaines propriétés mécaniques, on va donc avoir tendance à utiliser des alliages qui contiennent des terres rares pour augmenter l'aptitude à chaud des pièces. Les terres rares améliorent aussi la résistance des produits coulés à condition d'être utilisés conjointement avec le zirconium. Donc, ils contribuent à la résistance mécanique des alliages. Et les terres rares ont un effet inoculant aussi. Donc, avec le zirconium, on a un effet encore plus efficace. On a aussi comme élément d'alliage qui peut être présent de temps en temps dans plusieurs alliages de magnésium, qui porte jusqu'à 3%, le thorium, qu'on ne voit vraiment pas souvent comme métal à titre d'élément d'alliage, mais on va le retrouver dans le magnésium. Le thorium, qui est un métal relativement lourd, qui, soit dit en passant, est un métal radioactif, comme l'est par exemple le plutonium ou l'uranium. Mais en quantité négligeable, le rayonnement n'est pas très important, ce qui est le cas dans les pièces de magnésium qui en contiennent. Le thorium, pourquoi on va en mettre? Bon, il a à peu près le même effet que les terres rares, sauf que c'est plus efficace encore. Il améliore la résistance au fluage jusqu'à cette fois-ci environ 350 degrés C. Donc, c'est intéressant pour les applications où le magnésium chauffe beaucoup. Le thorium et les terres rares vont entre autres empêcher les grains de grossir, parce qu'on sait que lorsque les métaux sont chauffés à certaines températures, la taille des grains a tendance à augmenter. Et ce qui arrive, c'est que là, la pièce va tendre vers la fragilité et aussi la baisse de résistance mécanique. Donc le thorium évite ça, du moins jusqu'à 350 degrés C. Le thorium est capable de réparer des inconvénients dus à certains autres éléments, comme par exemple, on avait parlé du zinc qui a tendance à faire des microporosités dans les pièces coulées, dans les sections épaisses, là où le refroidissement est plus lent. Le thorium permet de contrebalancer cet effet-là. Donc, il est utile à ce niveau-là aussi. Et tout ça ensemble fait en sorte que le thorium permet d'améliorer la ductilité du magnésium. Il peut y avoir aussi l'argent comme élément d'alliage, jusqu'à hauteur de 2,5%. L'argent contribue à la résistance mécanique. Pourcentage d'allongement maximum. Bon, l'argent va contribuer à l'affinement des grains. Pourcentage d'allongement maximum pour 4% d'argent. Donc l'argent va donc participer, comme je l'ai dit tout à l'heure, les différents éléments d'alliage ont tous comme effet d'améliorer la ductilité du magnésium. C'est le cas de l'argent, mais l'effet s'arrête à partir de 4% en ce qui concerne l'argent. L'argent est utilisé à des teneurs limitées en combinaison avec les terres rares ou le thorium à cause de son coût exorbitant. Donc l'argent est très cher, donc on va essayer de limiter son utilisation pour ne pas faire en sorte que l'alliage soit trop dispendieux. On sait que l'argent est très dispendieux sur le marché. L'argent a comme effet d'améliorer la résistance au fluage, comme le thorium, jusqu'à 250 degrés C, et comme les terres rares aussi. Et avec l'argent participe aux propriétés mécaniques du magnésium parce qu'il est capable de former des composés intermétalliques.
Donc, si on met l'argent en solution et qu'on procède à une trempe suite à un vieillissement, l'argent va participer au durcissement à l'état trempé vieilli des alliages de magnésium. Donc, alliage magnésium-aluminium contiennent au moins 85% de magnésium avec addition jusqu'à 10% d'aluminium, addition de zinc, addition de manganèse. Il y a des alliages monophasés et diphasés. Donc, diphasé, c'est les précipités. Donc, c'est la deuxième phase solide. Donc, les alliages magnésium-aluminium, ben, ce que vous voyez ici, c'est le diagramme d'équilibre de l'aluminium et du magnésium. Encore une fois, c'est pas la première fois que vous voyez ce diagramme-là, mais on l'avait étudié à l'autre extrémité, donc dans le domaine de l'aluminium. On sait que le magnésium est le principal élément d'alliage de la série 5000. Donc, j'avais déjà eu l'occasion de vous montrer le diagramme d'équilibre du côté de l'aluminium. Cette fois-ci, ce diagramme d'équilibre-là, on l'étudie plus dans la partie magnésium, bien entendu, parce qu'on parle des alliages de magnésium. Et ce que vous remarquez, c'est la présence d'une zone monophasée, relativement soluble, là, la zone delta. Delta fait référence au réseau hexagonal compact, bien entendu, et avec l'aluminium entièrement dissous. On voit que le solvus évolue grandement avec la température s'élevant vers des concentrations en aluminium allant jusqu'à à peu près 11%, à 437 degrés C. On a un point eutectique. On a la température eutectique. Donc, pour de faibles températures, la solubilité d'aluminium et de magnésium est relativement faible et elle devient très élevée pour de températures plus élevées. Donc, c'est ce qui explique pourquoi que, c'est ce qui explique pourquoi que l'aluminium peut être capable de faire des composés intermétalliques. Il va être capable de faire un composé métallique gamma avec le magnésium. Voilà. Donc, en résumé, pour les alliages magnésium-aluminium, l'aluminium améliore la résistance mécanique et la coulabilité, le zinc améliore la ductilité à froid et la coulabilité, le manganèse améliore la résistance à la corrosion. Dans la famille des alliages magnésium-aluminium, c'est le manganèse, le zinc et bien entendu l'aluminium qu'on retrouve le plus souvent. Et là, a résumé l'effet global de ces éléments d'alliage-là dans ce groupe d'alliage-là. Des exemples de nuances ou d'alliages précis qu'on retrouve dans cette famille-là, le AZ91 que j'avais parlé tantôt. Il y a des variations A, B et D utilisées dans plus de 80% des applications. Donc, le AZ91 est de loin l'alliage le plus produit, le plus utilisé. 80% des applications structurales des alliages de magnésium sont réalisées grâce au AZ91. 80% des applications fabriquées, bon, c'est pas 80% de tous les alliages confondus, mais 80% des applications fabriquées par moulage sous pression. Donc, à cause de son excellente coulabilité, le zinc contribue pour cette coulabilité-là. Et le moulage sous pression est très important pour des pièces ayant des parois minces. Donc, vous voyez, le zinc améliore la fluidité, permet au métal liquide à très grande vitesse de combler les empreintes des moules minces en combinaison avec la pression du liquide, du métal liquide qui rentre à très grande vitesse dans le moule. J'aurai l'occasion plus tard de vous montrer exactement c'est quoi le moulage sous pression. Ensuite, on avait vu que le manganèse pouvait être un élément d'alliage principal accompagnant l'aluminium dans cette famille-là. Le AM60 et le AM50 sont des classiques dans le domaine avec présence de manganèse, utilisés entre autres pour la fabrication des tableaux de bord, bâtis de siège et colonnes de direction pour l'automobile. Ténacité et ductilité supérieure au AZ91. Donc, on a des grains plus petits à l'état coulé avec cet alliage par rapport à l'AZ91. Ensuite, il y a le AS41. Le AS, c'est le silicium qui a été utilisé pour la fabrication du bloc propulseur de la défunte coccinelle de Volkswagen, donc le bloc moteur, autrement dit, bloc propulseur, bloc moteur.
de Volkswagen à cause de sa résistance au fluage supérieure à celle de la Z91. Donc, je l'avais déjà dit depuis les années 30 que les Allemands fabriquent leurs blocs moteurs en magnésium. Donc, c'est vraiment pas nouveau. À l'époque, c'était l'alliage AS41 qui était utilisé pour cette application-là. Il y a le AE42, donc aluminium terre rare, qui possède une résistance au fluage encore plus élevée que celle du AS41. Donc, les terres rares sont très efficaces pour empêcher les grains de grossir, donc capables de le faire à des températures plus élevées pour des applications pour lesquelles la pièce est portée à monter en température dans différents assemblages mécaniques. Ensuite, vous avez les alliages magnésium-zirconium à résistance mécanique plus élevée, contiennent entre 0,4 et 1% de zirconium pour limiter la taille du grain, bien entendu. Le zirconium, comme on l'a dit tout à l'heure, agit comme agent inoculant. Le zirconium peut former des composés intermétalliques avec le fer, l'aluminium et le silicium qui précipitent dans l'alliage fondu. Donc c'est comme ça que qu'il peut arriver certains problèmes. Le zirconium, on veut qu'il serve à faire de l'inoculation, qu'il puisse représenter des germes à partir duquel la cristallisation du métal lors de sa acidulation va se produire. Donc, plus de zirconium disponible pour germer, chaque germe va devenir un grain. Donc, on va avoir des grains plus nombreux, donc plus petits. Donc, le métal, la résistance au choc du métal ainsi que sa ductilité va être mieux assurée. Par contre, il y a certains éléments qui vont déranger le zirconium dans son rôle d'inoculant. C'est le cas notamment avec l'aluminium et le silicium. Donc, lorsqu'il y a présence d'aluminium, pas le silicium, oui, le silicium, lorsqu'il y a le fer aussi, fer, aluminium et silicium, ces trois éléments-là, de manière générale, ne doivent pas accompagner le zirconium dans l'alliage. Donc, autrement dit, lorsqu'on a du zirconium dans l'alliage, pour avoir des tailles de grains les plus petits possibles, l'alliage en même temps ne doit pas contenir l'un ou l'autre de ces trois éléments-là. Donc, ils doivent être absents de l'alliage dans de tels alliages parce que le zirconium va avoir tendance à réagir chimiquement avec l'un ou l'autre de ces éléments-là et perdre son pouvoir inoculant ou germinateur. Donc, on va se retrouver au résultat final avec trop peu de grains, donc des grains trop gros, et donc le métal à l'état coulé va être fragile et manquer de ductilité. Vous avez ici le diagramme d'équilibre zirconium-magnésium. Donc, je parie que c'est la première fois que vous voyez ce diagramme d'équilibre-là. Ce n'est pas tous les jours qu'on le rencontre. Le zirconium a aussi, comme l'aluminium, une limite de solubilité qui varie grandement avec la température. Donc, sa solubilité est relativement faible des températures ambiantes. Et elle grimpe jusqu'à environ à 1% autour de la ligne eutectique. Donc, c'est la phase, c'est la phase delta, là, c'est la lettre grecque delta qu'on utilise encore une fois pour symboliser le réseau hexagonal compact. Donc, le zirconium se dissout dans le réseau hexagonal compact par substitution, bien entendu. Donc, elle est très faible à température ambiante. Donc, c'est la raison pour laquelle le zirconium peut être un inoculant efficace. Donc, en fond, ce qui agit comme inoculant, c'est pas le zirconium seul, mais c'est une molécule magnésium-zirconium. Donc, une phase qu'on pourrait peut-être qualifier de gamma, qui n'est pas identifiée telle quelle dans le diagramme, mais c'est un intermétallique avec le magnésium qui va représenter le germe de solidification. Voilà. Alliage magnésium-zirconium à résistance mécanique élevée, encore une fois. Dans ce groupe-là, on peut aussi, comme dans le groupe magnésium-aluminium, dans le groupe magnésium-zirconium, on peut aussi ajouter des terres rares, du zinc, de l'argent et du thorium pour améliorer les propriétés mécaniques. Donc, ces éléments-là vont durcir la matrice par mise en solution. Ils vont participer à l'affinement de la taille des grains à l'état coulé. Et dans certains cas, même, participer à la création de précipités à l'état trempé vieilli. Donc, selon ces trois façons-là, que ces éléments d'alliage-là vont, de manière générale, faire en sorte que les pièces en magnésium vont atteindre des résistances plus élevées.
Ça peut aller jusqu'à 300 mégapascales pour ce groupe-là. Donc, lorsqu'on parle d'une présence de 3,5 à 5,5 zinc, une certaine présence de terres rares et de thorium, ben, on peut grimper jusqu'à 300 mégapascales. Employé pour la fabrication de pièces forgées ou matricées ou des profilés. Ces alliages-là résistants, donc à résistance mécanique élevée et résistants à chaud, contiennent des éléments rares tels que le néodyme et le praséodyme, en plus de l'argent et du thorium. Donc le néodyme et le praséodyme est ajouté à travers les terres rares. Propriétés mécaniques améliorées tant à froid qu'à chaud, traité par trempe et revenu. J'aurais peut-être pu utiliser le terme vieillissement à la place. Revenu n'est pas le bon mot, mais dans tous les cas, on parle bel et bien du durcissement structurel ici, et non pas de la trempe martensite. D'autres exemples d'alliage, cette fois-ci dans le groupe alliage de magnésium-zirconium. On peut retrouver le HK31, qui est un des plus utilisés dans ce groupe-là. Il est conçu pour être coulé en moule en sable et utilisé très souvent à l'état T6, donc traité thermiquement. Donc présence de thorium et de zirconium, HK31A. Vous avez le K1A, où le seul élément d'alliage principal est le zirconium. Donc, je vous rappelle que la lettre K, c'est en rapport avec la présence de zirconium. La lettre Z, elle a été attribuée au zinc. Donc, c'est pour ça qu'on n'utilise pas le Z, on utilise K pour le zirconium. Donc, le K1, qui est aussi moulé en sable, est utilisé à l'état F à cause de sa grande capacité d'amortissement. Maintenant, comme dans tous les métaux, chaque alliage métallique ont leur, disons, élément ennemi ou impureté généralement qu'on ne veut pas retrouver dans l'alliage. Les aciers, c'est généralement le soufre et le phosphore qu'on ne veut pas avoir dans quantité trop importante. L'aluminium a ses éléments à lui aussi, notamment le fer. Jamais on doit retrouver du fer dans n'importe quel alliage aluminium parce qu'il réduit considérablement la résistance à la corrosion des aluminiums. Ben, le magnésium aussi, le fer est à proscrire habituellement parce qu'il affecte fortement la résistance à la corrosion. Donc le fer a le même effet nocif dans le magnésium qu'il a pour l'aluminium, c'est-à-dire que par effet cathodique, il réduit considérablement la résistance à la corrosion. Mais par contre, comme on l'a vu quand on a parlé du manganèse plus tôt, s'il y a présence de fer, ce qui est souvent le cas parce que, comme je l'ai expliqué plus tôt, beaucoup de pièces sont moulées par injection. Les moules par injection sont habituellement faits en acier. Et lorsque le magnésium liquide rentre en contact avec la paroi du moule, ben, nécessairement, il y a du fer du moule qui rentre dans le métal liquide. Donc, on se retrouve à la fin avec une certaine présence de fer. Mais c'est pas si grave parce que si l'alliage contient du manganèse, le manganèse va réagir avec le fer et empêcher le fer d'agir, de faire son travail de corrosion sur le métal. Donc, on on compense tout simplement par l'ajout de manganèse la présence de fer pour annuler l'effet nocif de corrosion. Et là, vous avez trois nouveaux métaux dont on n'a pas encore parlé comme présence dans l'alliage de magnésium. Bien entendu, on connaît bien le nickel et le cuivre, et le cobalt un peu aussi. Bien, on peut retrouver ces éléments-là dans le groupe magnésium-zirconium de temps en temps dans certains alliages. Non, écoutez, oubliez ce que je viens de dire. Le nickel et le cuivre et le cobalt agissent comme impuretés, comme le fer. Donc, ils affectent fortement la résistance à la corrosion aussi. Donc, nickel, cuivre et cobalt, ce ne sont pas nécessairement des éléments d'alliage, malgré qu'on peut les retrouver, parce que c'est pour ça qu'au début, j'ai dit qu'on pouvait les retrouver, parce qu'on peut effectivement retrouver ces éléments-là dans certains alliages, pas beaucoup, mais généralement, on ne veut pas les retrouver à titre d'impureté dans la plupart des alliages parce que contribuent, comme le fer, à réduire la résistance à la corrosion. Trois éléments qu'on ne veut absolument pas avoir aussi dans les alliages de magnésium, en l'occurrence le sodium, le potassium et le baryum, qui produisent une fragilisation importante. Donc, ces éléments-là, lorsqu'on les retrouve à certaines concentrations, rendent le magnésium vraiment extrêmement fragile. Donc, la ductilité est fortement rabaissée.
Donc déjà que le magnésium est porté génétiquement à la fragilité, ben on va de temps en temps, euh, on va porter, toute fin pratique, une attention particulière à la présence de ces éléments-là lorsque vient le temps d'analyser la composition chimique des produits euh, finis. Euh, Ce qu'il faut dire pour compléter, c'est qu'il existe une autre façon de classer les alliages de magnésium. Donc, j'ai proposé un premier classement en rapport avec la composition chimique. On avait divisé les alliages de magnésium en deux groupes, soit les alliages de magnésium zirconium et les alliages de magnésium aluminium. Mais il existe un autre classement. Donc, selon la norme ASTM B93, qui propose cette autre façon de classer les alliages de magnésium. Donc, vous avez d'une part les alliages coulés. Donc, comme on le fait pour les alliages d'aluminium, vous vous souvenez que c'était immédiatement regroupé en deux grandes familles, les alliages de corroyage et les alliages de fonderie. Donc, ici, on peut faire à peu près la même chose. Donc, les alliages de fonderie ou les alliages coulés, qui eux-mêmes se subdivisent en alliages destinés au moulage sous pression. Et vous avez un autre groupe qui est réservé au moulage par gravité. Et là, vous avez les, les mêmes alliages que j'avais utilisés comme exemple tout à l'heure qui sont regroupés dans leurs catégories respectives. Et deuxième catégorie, ben, comme pour l'aluminium, il y a un autre groupe qui s'appelle les alliages de corroyage, c'est-à-dire des alliages qui sont destinés à des opérations de déformation plastique à chaud. Donc le magnésium, très rarement, on va procéder à des déformations plastiques à froid parce qu'il n'est pas assez ductile, on n'est pas capable d'imposer au métal des niveaux de déformation intéressantes. Par contre, on peut faire de la déformation à froid, mais pas dans le but d'obtenir des formes ou des réductions d'épaisseur importantes, bien entendu, mais plus pour avoir un état écroui. Mais lorsqu'on vient le temps de faire de la mise en forme, il faut absolument y aller à haute température, donc le corroyage à chaud dans le cas du magnésium, avec protection gazeuse. Donc les systèmes sont complexes. Euh, je vous rappelle que le magnésium brûle très facilement avec l'air, d'autant plus qu'il est porté à température élevée. Si le magnésium n'est pas protégé lors des opérations, il va spontanément s'enflammer. Donc, les opérations ont lieu dans des milieux fermés à protection gazeuse argon. Donc, on peut faire de l'extrusion avec le magnésium, on peut faire du laminage pour obtenir des produits plats, et on peut faire du forgeage. Tout ça à chaud. Et là, vous avez des alliages qui se prêtent très bien à ces opérations-là pour chacune de ces trois types d'opérations. Il existe beaucoup d'autres alliages de magnésium. J'ai fait quelques exemples, euh, mais il y en a beaucoup d'autres, là. Ça donne rien de faire une liste exhaustive de tous les alliages de magnésium qui existent, mais je pense que j'ai fait un bon survol des principaux éléments d'alliage et les principaux alliages qui étaient utilisés. Donc, les alliages moulés le sont les magnésiums. Quelle sorte de procédé de coulée on va avoir l'habitude d'utiliser? Mais par gravité, sous pression, en cire perdue et en basse pression. Donc, gravité, c'est ce que vous faites, c'est-à-dire c'est ce qu'on a fait, par exemple, lors de l'activité de fonderie. On déverse simplement le métal liquide qui coule par gravité dans l'empreinte du moule. Sous pression, c'est qu'on force l'entrée du métal liquide avec un piston à très grande vitesse. C'est le principal procédé de fonderie pour le magnésium. Vous avez aussi en cire perdue. Je pense que vous savez c'est quoi parce que vous en avez fait, je crois, dans un cours l'année passée. Et existe aussi une opération de fonderie qui s'appelle basse pression, qui consiste à faire un vide partiel dans l'empreinte du moule. Et le métal accède à l'empreinte du moule par une différence de pression entre le four et l'empreinte du moule. Les alliages corroyés sont difficilement déformables à froid. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, à cause du réseau cristallin du magnésium, qui est hexagonal compact. Pour le corroyage, donc, il faut utiliser des températures de l'ordre de 350 à 400 degrés C, avec des moyens de mise en forme puissants, munis de systèmes de protection adaptés, de protection gazeuse pour empêcher le magnésium de brûler.
Voilà, ça complète pour les alliages de magnésium. Le- la prochaine capsule, la semaine prochaine, on va entamer un nouveau chapitre. Donc, plus exactement, je vais aborder un nouvel alliage, très intéressant aussi. Je vais parler des alliages de titane. Euh, et ça va nous préparer éventuellement au quatrième et dernier laboratoire, dont le sujet central est justement le titane. Excusez, là, je suis en train de me concentrer à fermer mon vidéo. Donc, je vais commencer à vous parler du titane la semaine prochaine. Et ça va nous préparer pour un quatrième laboratoire qui aura lieu dans environ un mois. Et qui va nous permettre, là, si tout va bien, de rendre visite au CMQ, parce qu'une partie du laboratoire qui s'effectue au CMQ, c'est plus une activité d'observation. On va procéder à 2 coulées de titane au CMQ et la billette qui aura été coulée va être ramenée au département et on va faire l'étude de 2 alliages de titane à partir de ce qui aurait été coulé au CMQ. Donc voilà, je vous souhaite de passer un bon restant de semaine et éventuellement aussi je vais vous remettre la correction de votre de votre deuxième laboratoire. Et voilà.